Hé, toi tu t'écrases, pétasse, retourne dans ta cuisine et fais-moi à bouffer. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Bon, féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Bonjour à tous et bienvenue sur Retourne dans ta cuisine. Nous sommes un groupe de 6 étudiants et nous avons voulu comprendre l'évolution de la place des femmes en politique. Avec ce podcast, ce que nous avons cherché, c'est vous faire réfléchir, vous interroger, mais surtout vous sensibiliser à la place qu'une femme peut occuper sur la scène politique. Aujourd'hui, notre podcast sera divisé en 2 parties. La première sera consacrée à l'interview de Nadia Pelfig et la seconde à celle de Julie Escudier. Si vous êtes toulousain, ces 2 noms-là ne vous sont sans doute pas inconnus, car ces 2 femmes sont des membres actifs de la vie politique toulousaine. Nadia Pelfig est candidate socialiste au municipal 2020 de Toulouse. Après un parcours universitaire en sciences politiques à l'IEP de Toulouse, elle a été attachée parlementaire au Parlement européen pendant 10 ans. Par ailleurs, elle a été vice-présidente du Conseil régional Midi-Pyrénées, avec à sa charge les finances, l'enseignement supérieur et l'égalité homme-femme. J'étais effectivement sous la mandature précédente auprès du président Martin Malvy, vice-présidente en charge des finances et de l'égalité femmes-hommes. Ce qui en soi était déjà une singularité, parce que dans une collectivité, vous le savez peut-être, la fonction des finances est très régalienne et on considère qu'elle a beaucoup de pouvoir, ce qui est le cas, il ne faut pas se mentir. On était sur un budget de 1,3 milliard d'euros et moi auparavant j'étais en charge de l'égalité femmes-hommes et j'ai souhaité conserver dans ma délégation ce titre d'égalité femmes-hommes accolé à finances qui était symbole de pouvoir. Parce que l'égalité femmes-hommes dans une collectivité, comme personne n'en a la responsabilité, aucune collectivité n'a comme compétence l'égalité femmes-hommes, sous prétexte que tout le monde doit le faire. Sauf que dans une collectivité, quand tout le monde doit faire quelque chose, le risque c'est que personne ne fasse. Voilà. Et moi, j'avais à cœur que pour que les choses soient mises en œuvre, d'abord on a signé une charte, qui est la charte européenne de l'égalité femmes-hommes au sein des collectivités territoriales, mais une charte, c'est un engagement. Ça peut rester très incantatoire et peu dans l'égalité réelle. Donc derrière, on a développé un plan d'action, ce qui veut dire dans une collectivité mettre en œuvre des moyens humains, c'est-à-dire un service et des budgets. Parce qu'autrement, si vous avez une politique publique sans moyens humains et sans budget, en réalité, ça va reposer sur de l'expression orale qui est importante, mais c'est pas transformant. Donc, une partie de mon travail, ça a été de structurer un service, structurer un plan d'action, mettre des budgets en adéquation, mais surtout, comme j'avais la responsabilité des finances et que je voyais bien que le budget que j'aurais pour l'égalité femmes-hommes serait quand même faible au regard de l'ampleur de la tâche, on a fait en sorte que dans chaque budget, que ce soit celui de transport, celui de l'éducation, celui de la culture, c'est-à-dire tous les budgets de la compétence régionale, soient intégrés la notion d'égalité femmes-hommes et de progrès et de mobilisation budgétaire dans ces piliers-là. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour entre guillemets vous imposer? Est-ce que par exemple vous avez senti le besoin peut-être de revêtir une certaine attitude un peu masculine? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça? Est-ce que vous estimez aussi qu'une gestion féminine est meilleure qu'une gestion masculine ou pas, ou c'est plutôt égal ou ça? Alors, vous savez, il y a différents courants féministes, notamment essentialistes, qui considèrent qu'il y a une différence dans les pratiques féminines en général, les pratiques masculines. C'est pas mon cas. Moi, je suis universaliste. Ma vision de l'égalité femmes-hommes, c'est l'universalisme. C'est pas les femmes contre les hommes, les hommes contre les femmes. Je suis féministe en ce sens-là, donc j'assume de me revendiquer féministe, mais non pas comme la lutte des femmes contre les hommes, le pouvoir patriarcal ou l'oppression spécifique des hommes. Est-ce que j'ai connu, moi, des difficultés spécifiques? À la vérité, des difficultés, ça serait beaucoup dire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une très grande confiance du président Malvy forgé sur mes compétences. Lui, il n'y avait pas de sujet sur le fait que je sois une femme ou un homme, à tel point que moi, j'étais enceinte pendant mon mandat. Comme quelques femmes enceintes, j'avais donc des malaises dans les premiers mois. Et honnêtement, du coup, tout le monde avait compris que j'étais enceinte. Pas le président Malvy. Pourtant, je faisais arrêter la voiture à peu près tous les 10 km. Mais donc, bon, lui, il n'a jamais eu cette conception, ce rapport-là à la compétence. J'ai senti par contre, à contrario, que dans d'autres sphères, il fallait que je sois plus compétente
que d'autres élus, que je sois toujours irréprochable sur mes dossiers, et on me demandait toujours d'affirmer plus de maîtrise technique de manière insidieuse, mais qu'à un homme. Et j'avais eu une fois, mais peut-être là, je vous l'avais déjà dit, dans une négociation à Bercy, donc au ministère des Finances, il faut négocier au nom des régions de France, puisque le président Malvy présidait le bloc des régions, et on discute du coup des crédits, des subventions données aux collectivités territoriales régionales par l'État. Et quand j'arrive dans l'antichambre de négociation, là il y a un monsieur, un peu plus âgé que moi, mais pas beaucoup plus, qui arrive et qui me donne son manteau et qui me demande un café. Et en fait, on rentre ensuite en salle de séance. Donc je m'assois en face du ministre du Budget. Ce monsieur qui m'avait donné son manteau était 4 ans derrière, c'était un des conseillers. Il a quand même blémi, mais son premier réflexe, c'était pas d'imaginer que j'étais la négociatrice élue pour les régions. C'était que j'étais forcément une assistante en charge de son manteau et de son café. Donc, il y a une forme de violence sociale que je ne prends pas personnellement, qui est une violence sociale ou qui dénonce les stéréotypes, qui est réelle encore. Et après, quand je fais l'objet d'attaques politiques d'adversaires, c'est souvent sur ce terrain-là que je suis attaquée. Ça sera par exemple la capacité à être très disponible, ce qui est nécessaire dans la fonction qui est la mienne, parce que j'ai des enfants et que du coup, de deux choses une, soit je suis là parce que je suis une mauvaise mère, soit je suis là mais quand même je suis préoccupée parce que j'ai mes enfants. Donc ça joue encore. Et là, plus récemment, dans le contexte politique, je me suis fait taguer la vitrine de mon local de campagne, ce qui est sans gravité par rapport à plein de dégradations qui ont lieu dans les commerces à Toulouse ces derniers mois. Mais un des tags, c'était « Travaille, tais-toi et nettoie ». Et j'ai la conviction que ça n'aurait pas été les mêmes termes utilisés à destination d'un homme tête de liste. Et concernant particulièrement l'apparence physique pour les femmes en politique, est-ce que vous ressentez une certaine discrimination par rapport à ça, un besoin de plus s'affirmer sur ce plan-là ? Moi, j'ai jamais eu le sentiment, pour se parler un peu cru, de devoir revêtir l'uniforme tailleur-pantalon sombre. Bon, le fait est que je vous parle aujourd'hui, j'ai un costume on ne me voit pas là, mais de flanelle bleu marine, pantalon. Mais j'ai jamais ressenti le besoin de me masculiniser dans l'apparence, de me couper les cheveux, de ne pas me maquiller. Après, par contre, je pourrais avoir moi, spontanément, des goûts plus fantaisistes. Et je sais qu'ajouter de la fantaisie au fait que je sois une femme, que je ne sois pas très vieille, au regard de la délégation qui est la mienne, y compris aujourd'hui, sur le développement économique, etc., ça pourrait nuire à la crédibilité. Du reste, est-ce qu'un homme qui serait un peu plus fantaisiste que le costume traditionnel ne pâtirait pas de la même chose ? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur les discours, c'est-à-dire sur les prises de parole, quand on est face à une grosse salle notamment, les voix sont un sujet. Moi, j'ai la chance, j'ai pas une voix très grave, mais j'ai pas une voix très aiguë non plus. Et les voix plus aiguës de tessiture de femmes, quelle que soit leur capacité intellectuelle ou de synthèse ou d'art oratoire, souvent affaiblissent le propos, en tout cas tel qu'il est perçu, sont plus souvent ridiculisées que des voix masculines et des voix graves. Et ça existe quand même encore. Et après, moi, je rencontre une difficulté qui est liée à la présence très masculine dans le milieu politique. Très récemment, j'avais un débat justement des têtes de liste en radio sur France Bleu. Il y avait 5 candidats, dont moi, j'étais la seule femme. Les pistes de son sont réglées sur les voix majoritaires, c'est-à-dire graves. Et du coup, la force de ma voix, où il y a plus d'aigus, est atténuée pour l'auditeur. C'est involontaire, mais ils font les calages. Et le fait, là, c'est pas le problème d'être une femme, c'est d'être minoritaire dans le réglage majoritaire du son. Si vous regardez, et moi je vous encourage à le faire, dans les prises de parole des femmes, quand vous avez un plateau sur scène, les femmes occupent moins d'espace et quand elles parlent, elles ont souvent les coudes collés au corps. Les hommes, au-delà du mansplaining
voilà, c'est catastrophique dans l'élégance, y compris masculine. Quand ils parlent, ils ouvrent. Les femmes, on prend souvent moins de place physiquement. Et donc, y compris, ça c'est des choses auxquelles moi, je pense plus maintenant, mais j'ai pensé à un moment donné dans ma carrière politique où sur un pupitre, je décolle les coudes, j'appuie, j'ouvre le bras, je me mets même si je suis en talon, en stabilité, pour pouvoir occuper l'espace. Et ça par contre c'est important, parce qu'autrement les femmes, depuis toute petite, y compris dans la cour d'école, on occupe moins d'espace physique et moins d'espace public, et de fait, visuellement, on a moins de présence. Donc ça fait partie pour moi de l'apparence, et c'est de mon point de vue plus à travailler que le fait de mettre une chemise blanche avec un tailleur foncé et des mocassins plats. En rapport avec le contexte actuel de l'évolution quand même d'une certaine émancipation de la femme dont on parle beaucoup, notamment dans les médias, quel est votre point de vue à vous? Est-ce que vous estimez que les choses changent? Est-ce que vous êtes peut-être optimiste pour l'avenir politique, particulièrement en France? Vous connaissez l'aphorisme d'Alain, le philosophe. C'est le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Je fais bien cet aphorisme. Donc, par définition, je suis optimiste. Ce que je constate, c'est que l'évolution des droits, et non pas du corpus législatif ou normatif, mais l'évolution des droits réels est plutôt en progression. Et c'est tant mieux. Et dans le monde politique, il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale, etc., etc. Il y a toujours quand même que 13% en moyenne de femmes qui sont mères, et dans les grandes villes, on est à 16% à peu près, donc il y a toujours des inégalités patentes. Donc j'ai le sentiment que d'un point de vue du droit réel, ça augmente. Par contre, j'ai le sentiment de très grosse régression, à contrario, dans un certain nombre de domaines, notamment la sphère communicationnelle, où, y compris des campagnes de pub, qui franchement n'auraient pas atteint l'affichage il y a quelques années, pas il y a 20 ans, mais il y a 6-7 ans, aujourd'hui reviennent avec des visuels assez sexistes, avec l'instrumentalisation des corps et notamment des jeunes filles, avec une hypersexualisation. Y compris dans le vocabulaire, les propos sexistes sont moins combattus, je trouve, qu'il y a 4-5 ans. Du coup, il y a un double mouvement, à la fois en matière d'égalité réelle, où, de mon point de vue, il y a des progrès, que dans le politiquement correct, il y a quand même des choses que les gens ne s'autorisent plus et qui s'autorisaient avant. Mais par contre, dans la société, de manière plus globale, on a, de mon point de vue, une résurgence des stéréotypes de manière assez forte, et avec sur quelques fondamentaux, des combats qui sont pour moi des combats graves, réactionnaires, qui reviennent sur le devant de la scène, sur la remise en question de l'IVG, sur la remise en question de certains droits, qui aujourd'hui sont des droits réels, avec des obstacles, etc., mais ils sont des droits réels. Mais pour le coup, ils sont plus combattus, me semble-t-il, depuis 2-3 ans que ça ne l'était il y a 6-7 ans. Est-ce que pour vous, le fait d'être une femme, ou du moins de revendiquer l'égalité homme-femme, ça peut être un atout pour réussir en politique, particulièrement pour les futures élections municipales? J'aimerais vous dire oui, parce que ça serait tout à mon avantage. Je l'ignore en fait. Je l'ignore. C'est-à-dire que je vois bien que quand mes soutiens, les militants, mes colistiers disent sur des distributions rapides « une femme au Capitole », ça interpelle, et plutôt positivement. Moi, je refuse d'en faire un argument de campagne. Et en fait, je ne sais pas quelle est la perception réelle des gens. Parce que je pense que par contre, dans le politiquement correct, aujourd'hui, personne n'osera dire ouvertement qu'il ne faut surtout pas une femme parce qu'elle n'aurait pas la compétence. Très franchement, je pense que très peu de gens aujourd'hui se sentiraient de dire quelque chose comme ça. Est-ce que ça signifie qu'aucun ne le pense? Je ne sais pas le mesurer. Donc, du coup, c'est assez compliqué. Par contre, je suis certaine que ce n'est pas un avantage dans le fonctionnement interne des partis politiques. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, les pratiques au sein des appareils politiques font que ce sont les hommes qui ont les positions électorales les plus favorables, et que les femmes bataillent encore.
quels que soient les appareils politiques. Donc, de ce point de vue-là, c'est certain que c'est pas un avantage. Dans la société, franchement, je sais pas l'évaluer et je pense en plus que je serai sur des propos généralistes qui ne recouvrent pas la réalité ni générationnelle, ni des catégories socio-professionnelles et donc forcément du niveau d'éducation. Nous passons maintenant à l'interview de Julie Escudier, qui, avocate de métier, est également vice-présidente de Toulouse Métropole, maire de quartier et en charge de l'égalité homme-femme à la ville et au sein de la métropole. Consiste exactement votre rôle de délégué à l'égalité femmes-hommes? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, au niveau de l'égalité femmes-hommes, j'ai souhaité vraiment structurer une vraie politique d'égalité femmes-hommes. C'est-à-dire que, quand je suis arrivée, j'ai dit on ne peut pas se contenter d'aller vers, de faire de l'entre-soi et d'aller vers les gens qui sont déjà convaincus ou de faire, il faut le faire, mais il ne faut pas faire que ça, c'est-à-dire que faire des one-shots, ce que j'ai appelé des one-shots, c'est-à-dire des conférences, il en faut, mais il ne faut pas faire que ça. Donc, ce qui a été mis en œuvre, ça a été un véritable plan d'action à l'échelle de la ville où il y a 2 axes fondamentaux en fait. Le premier, c'est comment en interne on applique nous-mêmes une politique égalitaire RH. Donc, comment la ville s'interroge sur sa politique de recrutement, sa politique d'évolution de carrière, voilà. Donc, il y a un vrai travail qui est fait au niveau des ressources humaines par rapport à nos propres agents, ville et métropole. Et ensuite, il y a comment, en fait, on fait changer les politiques publiques que l'on porte. Donc, on a des compétences propres, chaque collectivité a ses compétences propres, et comment, dans chacune de ces compétences, les services déjà réalisent, parce qu'il fallait déjà qu'ils commencent à réaliser, ils n'avaient pas conscience de ce que, par exemple, au service des sports, ils avaient une incidence sur le déploiement ou pas d'une politique égalitaire. J'essaie d'être un peu... Donc, quand il a fallu y aller un peu avec les gros sabots, c'est-à-dire pour convaincre les élus et les services, mais quand vous expliquez au service des sports, par exemple, quand vous mettez un skatepark, vous avez une utilisation qui est à 98% par des hommes. Donc, est-ce que vous êtes interrogé pour savoir, quand vous déployez un système quel qu'il soit, quand vous financez une association quelle qu'elle soit, est-ce que vous vous êtes demandé à qui ça sert? C'est juste, il faut évaluer. Et une fois qu'on a évalué, on réajuste les politiques publiques. Donc pour ça, on a mis des référents dans chaque service, donc sur la base du volontariat, c'est-à-dire on a repéré des agents qui étaient déjà, parce que c'est plus facile quand on a des gens intéressés que quand, donc qui étaient intéressés à se former et à avancer sur ce sujet pour être en fait dans leur direction le garant quelque part de la mise en œuvre, si vous voulez. Voilà. Et après, au-delà de ça, on s'est attaqué à 2 grands sujets, du style, les violences faites aux femmes, pour nous, c'était une priorité. Donc là, c'est une compétence davantage de l'État, vous savez, normalement, les violences. Mais on a dit, on va un peu prendre en main, réunir l'ensemble des acteurs travaillant sur ces dossiers et réunir les partenaires pour avoir des politiques vraiment volontaristes en faveur des violences faites aux femmes. On essaie de faire union sur des sujets que l'on considère comme devant être portés par toutes les institutions. Voilà. Et tous les acteurs en même temps, parce que plus on est unis sur des sujets qui sont de l'évidence, je veux dire, qui peut être contre une politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes. Honnêtement, il faut simplifier les choses. On est là pour le public, on se comprend. On n'est pas là pour multiplier les strates, Quand le rapport à l'égalité du Haut Conseil à l'égalité est sorti sur les violences dans les transports, le harcèlement dans les transports, tout de suite, dès que le rapport est sorti, je suis allée voir Tisséo. Et immédiatement, on a fait la campagne de pub. Vous avez dû voir là sur le harcèlement avec les petits bonhommes bien laids là. Et puis on en a fait d'autres. Mais au-delà de ça, Tisséo du coup a mis en œuvre un plan d'action très concret avec formation de ses agents. Ils vont dans les établissements scolaires pour pouvoir expliquer certaines choses sur le harcèlement. Vous voyez, le plan d'action est long. Et d'ailleurs, Tisséo a du coup été primé parce que comme l'opérateur étant le premier à agir comme ça de façon aussi volontariste et efficace. Et d'ailleurs, moi, je suis allée le présenter à Barcelone au Forum français de la sécurité urbaine. Vous voyez, parce que c'est préventif, en fait. Donc, et la prévention, c'est fondamental. C'est se saisir de sujets à bras le corps en disant stop, on s'unit et on dénonce, Ça, c'est un peu.
Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, quoi. On a un comité aussi qui est mis en œuvre, un comité consultatif dans lequel, pour évoquer des sujets, bon maintenant ça roule un peu, mais au départ, quand on a mis en œuvre le plan d'action et tout ça, on s'est beaucoup réunis avec les associations, mais j'avais ouvert à toutes les collectivités aussi, en disant, enfin l'État était présent, la région, le département, enfin les chambres de commerce, j'ai ouvert, les chambres consulaires, j'ai ouvert à tout le monde en disant, écoutez, l'égalité femmes-hommes, c'est l'affaire de tous. Arrêtons chacun dans nos chapelles de décliner nos trucs, mais pensons en commun, quoi. Voilà, donc, bon, après, bon, ça se fait plus ou moins, mais en tout cas, c'était la volonté, parce que moi, je considère que c'est un sujet qui ne mérite pas de discorde. Enfin, vous voyez, et d'ailleurs, le plan d'action a été voté à l'unanimité. Donc, à la mairie, à l'unanimité, à la métropole, à l'unanimité. Voilà, donc... Et après, vous avez un rapport qu'on publie chaque année sur le site de la ville sur tout ce qu'on fait chaque année. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers cette voie-là, du coup, de passer d'avocate à vous investir encore plus pour l'égalité femmes? Pourquoi l'égalité? Enfin, moi, j'ai toujours, même en tant que citoyenne, quoi, hein, j'ai toujours adhéré à des assos de femmes. J'ai écrit une thèse sur le statut de la femme dans les droits maghrébins. Donc bon, cette question, voilà, c'était du droit, mais c'était aussi derrière et au-delà de ça, quels sont les positionnements des femmes et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait évoluer le droit avant les mentalités, et qu'est-ce qui prend le dessus par rapport à l'autre? Donc voilà, et dans ces pays-là, d'interroger ces questions-là, ça m'a pas mal intéressée et apporté. Et le maire président m'a fait confiance sur ces sujets-là aussi. Quoi. Je crois que sans lui, j'aurais pas eu cette délégation-là. Enfin, il a considéré qu'elle m'allait bien. Oui. Voilà. Du coup, par rapport à vous avez beaucoup de responsabilités et par rapport à votre genre, est-ce que vous avez ressenti une certaine différence dans le cadre de votre travail Honnêtement, j'en ai pas ressenti. Enfin, je vous mentirais en vous disant... Alors peut-être qu'au départ, j'étais dans des postures très regardantes, on va le dire comme ça. Dans un premier temps, j'ai beaucoup observé, parce que c'était un premier mandat, je découvrais ce monde. Mais est-ce qu'un homme qui découvre ce monde, est-ce qu'il a aussi peut-être ce retrait de départ? Ça serait intéressant d'ailleurs de le savoir. Et après, honnêtement, j'ai jamais été... Non, franchement, j'ai pas vécu un regard en se disant tiens, elle est moins que moi parce qu'elle est une femme, elle a moins d'avis à donner. Enfin, je l'ai pas ressenti. Je mentirais en disant que j'ai ressenti, c'est pas vrai. Donc je peux pas vous dire ça. Non, moi j'ai eu l'impression que avec mes collègues élus, le rapport est un rapport égalitaire, quoi, juste. D'accord. Après, c'est plus aussi... je pense que c'est plus les femmes qui, elles-mêmes, peut-être, se disent... culpabilisent beaucoup, vous voyez, parce qu'on se dit, oui, mais je suis là, au lieu d'être peut-être chez moi à telle heure, alors que mes enfants m'attendent. Vous voyez, c'est plus... c'est la culpabilité, en fait, qu'il faut qu'on arrive à travailler. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez, justement, des mouvements féministes actuels qui sont de plus en plus nombreux dans notre génération? Vous pensez que c'est un effet de mode ou que ça va vraiment perdurer dans le temps? Est-ce que vous avez un avis Ça dépend de quel sujet en particulier vous voulez parler. Enfin, moi, je suis admirative d'associations féministes qui ont porté des causes, qui ont fait avancer des sujets hyper conséquents, quoi. Enfin, donc, à un moment donné, c'est cette force, elles se réunissent en ayant une force de conviction et elles lâcheront jamais, quoi. Enfin, vous voyez, donc, après, voilà, je considère que... c'est le mot féministe qui m'interroge, en fait, parce que je pense qu'on a tout le temps, voilà, qu'on soit ultra féministe, qu'on soit juste femme, et on a tout à porter, des paroles en indiquant, les femmes et les hommes, on a droit aux mêmes chances, voilà. D'accord. Point. Et ça veut tout dire, parce que ça décline tout le reste, quoi.
Et vous pensez que cette mobilisation, elle doit venir des femmes, des hommes, des de deux, tout le monde. de tout le monde? Voilà, de tout le monde. Mais je pense que l'impulsion, disons, il ne faut pas mettre les hommes de côté, je crois, mais je pense que l'impulsion, elle viendra quand même des femmes, parce que c'est les femmes qui le vivent au quotidien. Oui. Et comment vous voyez cette évolution d'égalité femmes-hommes sur le long terme, dans le temps? Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Moi, je pense que il faut que chaque structure, chaque entreprise se dise que ça doit faire partie d'une vraie politique transversale qui doit être menée dans son institution, son entreprise. Voilà, c'est tout. Ça doit faire partie d'une norme intégrée. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais qui du coup permettent de faire en sorte que les femmes s'autorisent. Je crois que c'est ça en fait. C'est aussi penser des politiques publiques en se disant on donne les moyens à des femmes d'accéder à quelque chose qu'elles ne s'autorisent pas elles-mêmes. Parce que c'est ça le truc. D'accord. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et on vous invite à aller vous abonner à notre compte Instagram qui s'appelle également Retourne dans ta cuisine et sur lequel on vous fait un post à chaque nouvelle sortie de notre podcast. On se retrouve très prochainement